beaucoup. Comme ça a été dit, donc je suis effectivement chercheur à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse, qui est le plus grand laboratoire d'astrophysique en France par le nombre de personnes qui y travaillent. C'est un endroit où il y a beaucoup d'activités de recherche. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit André, je vais vous parler de cette mission qui s'appelle le télescope spatial James Webb et qui, je pense, et je suis pas le seul à le penser, j'espère qu'à la fin de cette conférence vous le penserez aussi, va ouvrir donc une nouvelle fenêtre sur notre compréhension de l'univers. Alors, je vais commencer ce récit en vous parlant on peut appeler le plus beau, alors il y a une faute, le plus beau des Noël des astronomes, parce qu'au début j'avais dit le plus beau cadeau de Noël des astronomes. Mais c'est donc le 25 décembre dernier, jour du lancement de cette fusée Ariane 5, à l'intérieur de laquelle se trouvait donc ici dans la coiffe un cadeau de Noël. Et donc, pas n'importe lequel, c'était donc ce fameux télescope spatial James Webb. Alors là, j'ai mis la maquette en Lego, hein, parce que je vais faire plus cadeau de Noël. Mais je vous promets que je vous montrerai de véritables images de ce télescope. Alors, une fois que la fusée est arrivée dans l'espace, elle a pu donc relâcher ce qu'on appelle sa charge utile, donc la mission qui était donc bien emballée, vous la voyez ici. Et grâce aux caméras qui sont embarquées sur Ariane 5, on a pu voir en fait en direct le largage, la séparation du vaisseau spatial de la fusée. Et donc on voit hein, la Terre hein, en dessous, qui est ici. Et donc ce sont les dernières images qu'on a du télescope. Et donc ce sont les images de l'outil lui-même. Hein. Et donc pour les gens qui ont travaillé pendant parfois 20 ou 30 ans sur cette mission, c'était évidemment quelque chose de très émouvant de voir hein, le vaisseau comme ça partir et quitter l'orbite de la Terre. Alors une fois qu'il a été largué sur son orbite, sur sa trajectoire, il s'est pas reposé une seconde, il a tout de suite rentré dans une phase de déploiement. Donc c'est-à-dire qu'on a dévalé le canot assez rapidement. Donc il y a toutes ces étapes, ces séquences de déploiement, avec d'abord là vous avez vu les panneaux solaires et puis l'antenne ici de communication pour pouvoir communiquer avec la Terre. Et puis ces espèces de tapis ici que vous allez voir se dérouler avec des bras télescopiques. Je reviendrai sur l'utilité de ces espèces de voiles ici, qui sont des écrans thermiques. Mais surtout le message que je vais vous faire passer à ce stade de la conférence, c'est que il y a énormément de mécanismes qui sont impliqués dans cette opération. Moi, quand j'ai commencé mes études dans le spatial, on m'a dit sur une mission spatiale, il faut 0 mécanisme. Les mécanismes, c'est la mort. S'il y en a un qui se coince, ça se glisse, la mission est foutue. Et les Américains appellent ça des point of failure. Un point of failure, c'est un mécanisme. Si ce mécanisme ne fonctionne pas correctement, la mission est perdue. Sur la mission James Webb, il y a une centaine de point of failure, c'est-à-dire qu'il y a une centaine de mécanismes. Si ils ne fonctionnent pas correctement, c'est fini, la mission est perdue. Là, vous avez vu, à la fin, le miroir se déployer. Donc, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Vous voyez le miroir secondaire, voilà, qui est ici au bout de bras. Ce miroir-là, s'il ne se déploie pas, eh ben, on ne peut pas utiliser le télescope, tout simplement, on n'a pas d'optique. Donc, c'est comme si on avait un appareil photo sans optique. On ne peut rien faire de tout avec. Et donc, si ça reste coincé, là, c'est foutu. Ok. Ensuite, à partir du moment où il a été lancé, il n'est pas donc resté à côté de la Terre. Il est parti à un endroit un peu particulier du système solaire qu'on appelle le point de Lagrange, le deuxième point de Lagrange qui est ici. Donc on a le Soleil ici, la Terre qui est là, ça c'est l'orbite de la Lune. Donc on voit qu'il est au-delà de l'orbite de la Lune, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, comme elle l'entrait. Et donc c'est un point qui est particulier parce que d'une certaine manière, les champs gravitationnels du Soleil et de la Terre se compensent et forment un point avec la topologie du champ gravitationnel est particulière. Et ça permet de se mettre en orbite autour de ce point, comme s'il y avait un astre ou une planète ici, mais en fait, ça ne dit rien du tout. Mais donc, on peut se mettre en orbite autour de ce point, et c'est là qu'on a mis le télescope spatial James Webb. Alors, c'est
Évidemment, c'est loin, hein, c'est complexe, mais on arrive à faire ce genre de choses. Et comme la Terre tourne autour du Soleil, hein, eh bien, évidemment, ce point de Lagrange se déplace avec la Terre. Et donc, ça veut dire que le télescope James Webb tourne aussi autour du Soleil en un an. Donc, si on se fait maintenant dans le plan de l'écliptique, c'est-à-dire voilà, dans la trajectoire Terre-Soleil, ici, hein, on voit la manière dont est positionné le télescope à cet endroit. Et on voit hein, qu'il a ces écrans thermiques dont je vous parlais, qui sont positionnés du côté du Soleil, et le télescope est donc à l'ombre. En fait, si on prenait une vraie image, si tout ça serait noir, tout est à l'ombre. Voilà, donc quand on est là-bas, eh bien, on peut refroidir la partie justement qui est à l'ombre. Donc vous voyez ici, donc on reconnaît notre télescope, et ici on a les températures du télescope, et on voit qu'on descend à moins 240 degrés Celsius, jusqu'à moins 270 degrés Celsius pour les instruments certains instruments qui sont aussi à l'intérieur. Et puis le côté chaud, hein, le côté qui est vers le Soleil, où il y a les instruments de communication vers la Terre, par exemple, ben, alors on est plus chaud, on est plutôt à 14 ou 47 degrés. Donc ce qu'on voit ici, hein, c'est la descente en température de cette partie-là. Au fur et à mesure du temps après le lancement, donc vous voyez, ça prend beaucoup de temps quand même pour se refroidir. Et ça, c'est parce que dans l'espace, comme il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'échange thermique, hein, et donc il faut dissiper toute la chaleur par rayonnement, et donc ça prend beaucoup de temps. Alors il y a un instrument qui est un peu particulier, c'est celui que vous voyez ici, il s'appelle MIRI, et lui, en fait, on l'a refroidi encore plus froid. On le descend à des températures qui sont proches du zéro absolu. On le descend autour de 6 degrés Kelvin, donc presque à peu près. Voilà, on voit ici un moins 267 degrés Celsius. Et donc pour faire ça, on utilise une sorte de frigo, on appelle ça un cryo-couleur, et donc pour le descendre à des températures très basses. Et donc évidemment, ça c'est quelque chose, par exemple, hein, qui demande une technologie assez complexe. Faire ça dans l'espace, avec un recyclage en plus, hein, pour ce cryo-couleur, c'est quelque chose qui était un grand défi technologique. Voilà, donc le but de cette introduction, c'est de vous montrer que tout ça est quand même un peu zinzin. C'est-à-dire que on a un télescope qui est dans l'espace déjà, on prend un télescope dans l'espace, hein, on ne fait pas un télescope sur Terre. Alors il est pliable, on prend qu'un télescope pliable, ça rend les choses encore plus compliquées, je veux dire, on n'a pas les mécanismes dans l'espace, dans les missions spatiales, hein, on fait un truc qui est dépliable. Pourquoi? C'est quand même hyper malin, puis il a cette couleur un peu particulière, pourquoi il est jaune comme ça. Il y a tout un tas de choses et qui restent quand même des grandes questions, je dirais. Pourquoi fait-on une mission qui est aussi complexe, aussi folle? Et puis, je l'ai pas dit, elle est coûteuse aussi. Hein. C'est une mission qui a coûté à peu près 10 milliards d'euros, plus de 10 milliards de dollars, donc, qui est donc la mission la plus chère depuis les missions Apollo pour aller sur la Lune. Alors, pourquoi? Alors déjà, je vais répondre peut-être à la première question qui concerne pourquoi on va dans l'espace faire des observations astronomiques. Donc ce que je vous montre ici, c'est le télescope spatial, un peu son cousin, le télescope spatial Hubble, qui lui n'était pas au point de Lagrange, mais en orbite basse autour de la Terre, que l'on voit ici, la Terre linéaire. Et donc ce que l'on peut voir ici, alors pardon, j'ai pas précisé, mais ça c'est donc la navette spatiale ici américaine, hein, qui était montée pour réparer le télescope quand il a eu un petit problème. Alors, il faut bien comprendre que on peut pas aller réparer le télescope spatial James Webb comme il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est trop loin, on peut pas envoyer de navette spatiale, et puis comme vous le savez, la navette spatiale est actuellement hors service. Bref, c'était pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc on voit ce télescope, mais on voit surtout la Terre et on voit l'atmosphère. Et on voit qu'il y a des nuages déjà dans l'atmosphère, donc ça nous renseigne sur le fait que oui, en effet, dans l'espace, il n'y a pas de nuages, donc pour faire des observations astronomiques, c'est mieux. Puis là, vous voyez, c'est le jour sur Terre, mais le ciel ici, il est noir. Ça veut dire que on va observer finalement à n'importe quelle heure. Il n'y a plus tellement d'heures quand il est dans l'espace. On peut faire des observations astronomiques un petit peu 24 heures sur 24. Donc, le James Webb, par exemple, il observera tout le temps. Il n'y a pas vraiment de pause. Il n'y a pas vraiment de jour et de nuit. Il sera tout le temps en train d'observer. Donc ça, c'est aussi un avantage. Et puis l'atmosphère, elle est pas complètement transparente. Elle est turbulente, et cette turbulence, elle rend les images floues. Et donc le fait d'être dans l'espace permet justement d'avoir des images qui sont aussi beaucoup plus nettes. Donc voilà, il y a un grand nombre d'avantages à être dans l'espace. Donc on ne fait pas ça juste pour la beauté du geste technologique, mais parce qu'il y a des vrais intérêts d'un point de vue des observations astronomiques. Alors je vous ai montré ici, hein, donc le ciel il est rare.
Et donc, quelque chose qui a été fait avec Hubble, justement, ça a été de prendre une région du ciel où il y avait strictement rien, et de faire une observation pendant très longtemps de cette région du ciel où il n'y avait rien du tout. Et en fait, en intégrant pendant très longtemps, en faisant une pause, une observation vraiment très très longue, en fait, on s'est rendu compte que dans ces endroits du ciel où on pensait qu'il y avait un petit peu rien, en fait, il y a des milliers, il y en a beaucoup plus, des milliards d'objets. Et ces objets, comme vous voyez ici, ce sont des galaxies. Alors, juste pour vous rappeler, hein, les échelles, donc nous, on est dans le système solaire, autour d'une étoile. On est dans une galaxie qui est la Voie lactée. Et donc, dans cette galaxie, il y a à peu près une centaine de milliards d'étoiles. D'accord ? Donc ça, ce qu'on voit ici, chaque objet, chaque petite spirale, petite tache, c'est une galaxie à l'intérieur de laquelle il y a des centaines de milliards d'étoiles. Donc c'est vraiment une vision de notre univers à grande échelle que l'on peut observer ici grâce à cette image. Alors, sur cette image, je vous ai dit, il y a beaucoup de galaxies, mais il y a aussi des étoiles. Si vous arrivez à me dire combien il y a d'étoiles dans cette image, je vous fais gagner ce mug. Le premier qui a la bonne réponse, il gagne le mug. Ouais. Alors, juste les étudiants là, de l'équipe de l'IRA, vous ne répondez pas. Une ? Non, il y en a plus. Non. 1 milliard, c'est vrai que ça. 4. Ah, on se rapproche. 5 milliards. 5, 6, 3. Ah, qui a dit 3 ? Bravo, le mug est pour vous. Vous pourrez venir le chercher à la fin de la conférence. En effet, il y en a 3. Il y en a une ici en bas, alors j'espère que tout le monde, il y en a pour certains, il est peut-être caché par l'ordinateur, désolé. Il y en a une ici, il y en a une là-haut, et il y en a une... Allez, où ? Moi, je vais approcher à tout. Il y en a... Ah, c'est celle-là. Ah ouais. Et celle-là, non. Celle-là, c'est une galaxie, là-haut, là. Eh ouais, c'est piégeux, là. Désolé. Pourquoi c'est une étoile? Alors ça, c'est, en fait, je vous ai dit, c'est un endroit du ciel où il n'y a rien du tout. En fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est quand même un endroit du ciel où il y avait quelques étoiles. Après, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir Ilan, qui est ici, qui est un spécialiste de ces régions du ciel et des galaxies lointaines. Hein. Vous pouvez aller le harceler à la fin de la conférence. Peut-être s'il vous donnera un œil aussi, il en a plein de figures. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la structure de l'univers? Je vous ai montré qu'il y avait un tas de galaxies dans une mer, mais ça ne dit pas tout sur la structure et surtout sur l'évolution de l'univers. Je fais juste une petite parenthèse sur ce qu'on sait aujourd'hui de l'évolution de l'univers. Donc on sait qu'il y a à peu près 13,8 milliards d'années, il y a le Big Bang, et puis donc l'univers s'agrandit extrêmement rapidement. Et puis arrive un moment qu'on appelle le découplage, qui est un moment où la matière et la lumière se séparent. C'est des lumières, disons, à faible intensité. Et il y a toute cette période ici de l'univers, dans laquelle on ne sait pas trop ce qui se passe, on appelle les âges sombres, qui est une période où il n'y a pas d'étoiles, mais il n'y a pas tellement de lumière, en fait. C'est une période très sombre. C'est le Moyen-Âge de l'univers, si vous voulez. Et puis, donc, au bout d'un moment, il se passe quelque chose. Il y a des premiers trous noirs, des premières galaxies, ou les premières étoiles, on ne sait pas trop. Et puis, ça évolue, et puis on arrive jusqu'à aujourd'hui, et puis on a des galaxies comme celle-ci. Alors, ce qui se passe pendant cette évolution, c'est que l'univers, il est en expansion. D'accord ? Et donc, cette expansion, elle fait que quand on regarde des objets qui sont lointains, en fait, ils s'éloignent de nous à très grande vitesse. Et donc, la lumière qui nous arrive de ces galaxies, de ces étoiles qui sont très lointaines, en fait, elle est distordue, un petit peu comme un accordéon, si vous voulez. Et donc, le fait de tordre comme ça la lumière, ça la rend de plus en plus rouge. Et ça la rend tellement rouge qu'en fait, au bout d'un moment, on n'est même plus dans la lumière visible qu'on peut voir avec les yeux, mais on est dans ce qu'on appelle l'infrarouge, qui est la lumière qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, et que le télescope spatial Hubble non plus n'était pas capable de voir, parce que lui, il avait été fait plutôt pour observer dans le visible, pour observer ce qu'on peut voir avec nos yeux, mais depuis l'espace. Donc en fait, Hubble, si on veut regarder ces galaxies-là qui sont très lointaines, à cause de l'expansion de l'univers, leur rayonnement il est complètement stordu et il est rougi
jusque dans l'infrarouge. Donc en fait, il ne peut pas regarder ces galaxies qui sont très lointaines. Alors, si on regarde des vraies images de galaxies, là, je te dis d'infrarouge, voilà. Ça c'est des vraies images qui viennent de Hubble. On peut voir des galaxies qui sont proches de nous, et plus on s'éloigne, plus on voit, ça devrait être de plus en plus petit, de plus en plus tordu, puis à la fin on voit juste un petit point rouge, et puis à la fin on peut plus voir. Et donc avec Hubble, on peut voir dans cette partie-là de l'univers, mais on peut pas aller jusque-là, voir vraiment ce qu'on appelle les premières lumières de l'univers. Et donc, c'est pour cette raison que le télescope James Webb, il a été construit et optimisé pour regarder dans les longueurs d'onde infrarouges, au-delà de la nuit possible, pour pouvoir aller chercher ces signaux lumineux de cette période-là, reculés dans l'univers où on s'est passé des choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Alors, donc pour observer dans l'infrarouge, du coup, c'est facile, on sait le faire, mais ça demande un certain nombre de précisions. Alors, la première chose, c'est que le miroir, il n'est pas comme un miroir classique, qui est donc clair, mais il est recouvert d'une fine couche d'or. Parce que l'or est un matériau qui réfléchit très bien dans l'infrarouge. Il y a, je vous rassure, pas énormément d'or en fait. Il y en a en tout 48 grammes. Donc c'est pas ça qui fait les 10 milliards de dollars de James Webb. J'ai regardé 50 grammes d'or, ça vaut des à 2800 €. Donc ça, c'est une couche qui fait environ 100 nanomètres d'épaisseur qui est étalée sur l'ensemble des 18 miroirs. Alors, l'autre chose, c'est que si vous observez dans l'infrarouge, ça c'est une rue observée dans l'infrarouge. Ce qu'on peut voir ici, c'est plusieurs choses. C'est que, par exemple, la partie là, de la rue qui est au soleil, elle est beaucoup plus brillante parce qu'elle est beaucoup plus chaude. En fait, dans l'infrarouge, qu'on appelle justement l'infrarouge thermique, qui est donc ce que va observer James Webb, eh bien, plus les objets sont chauds, plus ils sont brillants. Donc là, ici, dans cette rue, la partie qui est au soleil, les voitures, on voit, elles sont très brillantes. Le banc du trottoir aussi. Alors lui, il a peut-être sa clim à l'intérieur, il a l'air de faire plus frais. Eux, là, ils ont l'air d'être dans leur voiture et d'avoir chaud. Puis la partie qui est à l'ombre ici, on voit, elle est moins brillante. Et puis les arbres aussi, on voit, ils sont plus foncés, hein, ils sont moins chauds. Et puis le ciel, vous voyez, le ciel est très sombre dans l'infrarouge. Et donc s'il y a des astres comme des galaxies lointaines, qui émettent dans l'infrarouge, on va pouvoir voir leur signal. Et pour voir ce signal, il ne faut pas qu'on soit gêné par l'émission d'autres choses qui sont devant, ici des arbres, les immeubles, les voitures, etc. dans cette maison. Alors c'est pour ça que on va mettre James Webb aussi loin de la Terre à ce point de la Conjaïle. Comme ça, une fois qu'on l'a mis à cet endroit, il n'est pas gêné par l'émission thermique de la Terre. Vous voyez, Hubble, il est ici en orbite basse, à 570 km. Et donc, en fait, il est extrêmement pollué par l'émission thermique de la Terre qu'il reçoit et qui l'empêcherait d'observer de toute façon dans l'infrarouge, même si ces instruments étaient optimisés pour cela, ce qui n'est pas le cas. Alors, la dernière chose qu'on fait, c'est que on a ces fameux écrans thermiques, je vous ai dit, qui se sont déployés, qui font la taille, souvent on entend sur la taille d'un terrain de tennis, hein, donc vous voyez, c'est très grand. Et donc c'est pareil, en fait, eux, ils servent à mettre le télescope à l'ombre. Hein, comme je vous l'ai dit, ici, la partie à l'ombre, elle est plus froide. Et c'est vrai aussi, je vous ai montré les données qui viennent du télescope, cette partie-là est plus froide. Et donc ça permet d'enlever l'émission du télescope lui-même, qui, si on ne le refroidissait pas, en fait, polluerait complètement les images qu'on essaierait d'obtenir. En fait, il pourrait même pas faire observation si le télescope n'était pas rentable. Donc voilà, c'est pour ça que à la fois on le met aussi loin de la Terre, qu'il y a ces écrans thermiques, que ça rend les choses difficiles et que aussi on met ces couvertures d'or sur les niveaux. Alors ça explique pas tout. Il y a aussi une question qui est pourquoi on fait un miroir aussi grand? Pour répondre à cette question, on peut utiliser cet entonnoir et simplement dire que c'est quelque chose qui est assez intuitif. En fait, si vous voulez observer un objet lumineux comme une galaxie qui est lointaine, vous allez avoir besoin d'un entonnoir à lumière. Et puis, plus l'entonnoir il est grand, finalement, plus vous allez pouvoir récupérer de grains de lumière qui vont tomber dans votre idée noire. Et puis, les récupérer ici sur le détecteur pour faire des images. Et donc c'est pour ça que, en fait, on a essayé de faire le télescope le plus grand possible. Ici, donc ça fait environ 6,5 mètres de diamètre. Vous voyez
Ici, les ingénieurs là, qui donnent l'idée d'échelle. Donc c'est un miroir qui est très grand, c'est le plus grand miroir jamais envoyé dans l'espace, un plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace. Et donc c'est pas simplement parce qu'on a envie de faire un gros truc, hein, c'est parce que ça lui permet d'avoir un gros entonnoir à lumière pour observer des galaxies, par exemple, qui sont très loin de nous. Voilà, 6,5 mètres de diamètre. Alors, la coiffe d'une fusée Ariane 5, ça fait 5 mètres de diamètre. Ok. Donc, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ça ne va pas rentrer. Et donc, c'est pour ça que on fait ça. On a un télescope qui est complètement replié sur lui-même avec tous ces mécanismes dont je vous ai parlé. C'est très nombreux mécanismes, extrêmement complexes, mais c'est le seul moyen d'avoir finalement un grand miroir qu'on envoie dans l'espace et qui soit dévoilé. Alors, il y a des missions précédentes qui voyaient ça envoyer des télescopes avec des diamètres de 2 mètres, et c'est à peu près ce qu'on peut faire de vue grand quand on envoie un télescope qui est en une seule pièce. Sinon, pour faire quelque chose de plus grand, il faut faire que des choses qui est déployées. Alors, ça c'est un peu un autre sujet, mais c'est important. C'est que ça s'est passé après le lancement de Hubble. Hein. 95, on a découvert ce qu'on appelle les planètes extrasolaires ou les exoplanètes. La première a été découverte autour de l'étoile 51 Végazie. On a détecté un signal, une petite oscillation de cette étoile qui a été interprétée comme la présence d'une planète autour de l'étoile qui fait vibrer, on dit peu, l'étoile. Donc, on a donc de cette manière, en 95, détecté la première planète extrasolaire qui fait à peu près la taille de Jupiter. Et donc ça a été fait par ces deux messieurs ici qui ont reçu le prix Nobel de physique en 2019. Et je précise aussi que la mesure a été faite à l'Observatoire d'Haute-Provence en France. Ici, il y a une connaissance technique dans une technique qu'on appelle la spectroscopie sur laquelle je vais revenir, qui est vraiment très très fine à l'Observatoire d'Haute-Provence. Alors aujourd'hui, hein, c'est 2022, on sait que en fait, la plupart des étoiles de la galaxie, la Voie lactée, je vous ai dit, il y a 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. La plupart de ces 100 milliards d'étoiles ont au moins une planète qui tourne autour d'elle. Donc, en fait, il y a des planètes extrasolaires absolument partout dans notre galaxie et probablement absolument partout dans l'univers. Alors, évidemment, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il y a de la vie sur ces planètes et je reviendrai d'ailleurs sur pourquoi il ne faut pas chercher la vie sur une planète. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qu'on appelle le spectre, par exemple, de la planète Terre, la nôtre, pour voir à quoi ça ressemble. Un spectre, c'est donc une décomposition de la lumière infrarouge de la planète, qui est ici la Terre, en fonction des couleurs, si vous voulez, ou des températures. Ici, c'est plutôt chaud, et puis après, là, on baisse en température, où on va, si vous voulez, de plus en plus vers le rouge. D'accord ? C'est comme un arc-en-ciel qui décompose la lumière. Ici, on décompose aussi la lumière en fonction de différentes couleurs qu'on appelle longueur d'onde, ici wavelength en anglais. On regarde la puissance du signal lumineux qu'on reçoit de la Terre en fonction de ce paramètre qu'on appelle la longueur d'onde. Et donc, on voit, ça fait cette courbe ici avec les formes de bizarres, avec des trous et des bosses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces trous et ces bosses, c'est pas juste du bruit, c'est du vrai signal, qu'il se passe quelque chose. Et notamment, par exemple, ici, on voyait un gros trou. Ça veut dire que ici, dans cette gamme ici de longueur d'onde, la Terre absorbe beaucoup l'énergie. En fait, ça, c'est la partie où il y a l'absorption de l'eau et du CO2. Et donc ça, c'est en fait tout simplement l'effet de serre. C'est-à-dire c'est l'absorption par l'atmosphère de la Terre de son rayonnement thermique. Et c'est ça qui fait que l'atmosphère se réchauffe. Et c'est cette abondance de CO2, et dioxyde de carbone, qui est responsable de cet effet de serre, et donc qui est en augmentation croissante des flux perpendiculaires industriels, comme vous savez, et qui est responsable de la canicule que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, on peut relier toutes les choses, de l'astrophysique à la climatologie. Bref, c'était pas tellement ça que je voulais vous dire ici. Donc on voit les H2O, CO2, donc de haut le CO2, mais on voit aussi des choses un peu plus exotiques, on va dire, par exemple la présence d'ozone, oxygène O3, et puis d'oxygène aussi. Je ne bois plus l'oxygène, il ne sait pas où il est, il est mélangé normalement au ozone. Normalement, il y a une transition de l'oxygène. Ah, elle n'est peut-être pas notée.
En tout cas, cette présence d'ozone, couplée à la présence d'eau et la présence d'oxygène, elle est en fait caractéristique de la présence de vie sur Terre. Enfin, c'est plutôt que on sait que c'est la vie sur Terre qui est responsable de cette présence d'oxygène et d'ozone à l'intérieur de l'atmosphère de la Terre. Donc on peut se dire, et c'est quelque chose un peu testé là, on peut se dire si on arrive à faire un spectre comme ça d'une planète autour d'une autre étoile et qu'on y détecte ces molécules-là qui sont les mêmes qu'on voit dans le spectre de la Terre, alors peut-être c'est un signe que sur cette planète, il y a une vie. De toute façon, si on découvre de la vie ailleurs, ce sera quelque chose qui sera très contesté. Ça mettra des années avant de tout le monde se mettre d'accord dans la communauté scientifique pour dire bon ok, là c'est bon, on a détecté de la vie. Moi j'avais même un collègue qui disait probablement la meilleure manière de détecter de la vie sur notre planète, c'est d'essayer de détecter des bombes nucléaires. Parce que là, on est sûr que c'est pas un truc physique naturel. Mais bon, je sais pas. Finalement, les explosions de supernova, c'est aussi les explosions thermonucléaires, mais en fait, ils sont pas reliés. Bref. Donc, avec James Webb, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir décomposer la lumière qui vient de certaines planètes. Et alors, pas des planètes comme celles qu'il y a dans le système solaire, mais des systèmes comme celui-ci qu'on appelle TRAPPIST, qui est une bière d'abbaye, parce que ces planètes ont été découvertes par des Belges. Et donc, vous avez ici des séries de planètes qui sont très proches de leur étoile. C'est des étoiles plus froides que le Soleil. Donc, elles sont très proches de leur étoile. Vous voyez ici à l'échelle du système solaire. C'est vraiment à l'intérieur, en zoom, et voilà les planètes. Et donc, on va pouvoir faire, on pense, des spectres de ces planètes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir ce qu'il y a dans leur atmosphère. Est-ce que c'est des planètes qui sont comme ça très très chaudes ou est-ce qu'elles sont plutôt un peu plus froides avec de routes? Est-ce qu'il y a une atmosphère? Qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère, etc. On va pouvoir vraiment les caractériser de manière assez précise. Et voilà, il y a des gens qui disent que peut-être qu'avec James Webb, on va découvrir ces molécules. Peut-être on va avoir des traces de vie sur des planètes extraterrestres. Bon, moi j'ai un peu mis tout là-dessus, mais je pense qu'il y a des personnes qui pensent qu'on va y arriver. Alors oui, ça c'est juste pour vous montrer, c'est une vidéo qu'a fait le CNRS, donc je suis un peu corporate, qui montre donc justement comment on va faire ça. Donc vous avez les planètes qui passent devant une étoile, en tout cas c'est une étoile, c'est pas le Soleil, c'est une planète extrasolaire. Elle passe devant son étoile, elle fait une éclipse, ou alors que là vous la voyez, elle est derrière, et qui pète en passant derrière l'étoile, une éclipse secondaire. Donc on va pouvoir récupérer le signal lumineux qui vient seulement de cette planète. Et on va pouvoir donc le décomposer, c'est ce qui est montré ici, c'est ce fameux spectre, et puis donc étudier la composition de l'atmosphère de cette planète pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Voilà les fameuses TRAPPIST. Alors je vous montre aussi cette vidéo parce qu'il y a un laboratoire de recherche vu par la communication du CNRS. Bon, en vrai, un laboratoire de recherche, ça ne ressemble pas à ça. C'est un peu moins design quand même. En tout cas, l'autre des pattes. Alors, je vous ai montré un peu quels sont les objectifs scientifiques finalement, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on a créé cette mission extrêmement complexe, quels sont les enjeux scientifiques. On voit qu'il y a des grandes questions derrière, l'origine des galaxies, l'expansion de l'univers, l'évolution de l'univers dans son ensemble, et puis l'étude des exoplanètes et de ce que peut-être il y a de la vie ailleurs. C'est pour ça qu'on a fait cette mission, pas moi, que la communauté scientifique a développé cette mission depuis presque 30 ans. Et donc, c'est une mission, comme je vous redis, extrêmement complexe. Souvent, on disait aux gens, pendant des années, en fait, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Les gens disaient, ça va jamais marcher, c'est trop compliqué. Et puis, les gens qui étaient responsables, ils disaient, ils répétaient ce truc inlassablement, failure is not an option. En gros, l'échec n'est pas au programme. Ça faisait un peu rire tout le monde, quoi. C'est vraiment tout américain, quoi. Vraiment. Failure is not an option. Nous, on va y arriver. Et puis, malgré les blagues, ou malgré les congrès aux États-Unis qui ont essayé d'annuler la mission, eh bien, finalement, au prix de quand même d'efforts considérables et d'années, de dizaines d'années, de plusieurs décennies de travail, ils ont, les ingénieurs et les techniciens et les industriels, construit le télescope, ici on voit les écrans thermiques, testé, ici on voit tout le télescope qui rentre, ça c'était les caissons
de vide qui était utilisé pour les missions Apollo, qui n'avait pas servi depuis les missions Apollo. Lancé par une fusée, donc Ariane 5, avec une précision remarquable, ça a été raté par André, ce qui a permis d'économiser un certain nombre de quantités de carrément, je ne rentre pas dans les détails, en gros, cette injection sur l'orbite absolument parfaite suite à Joe Liquid, la mission est rallongée par rapport à ce qu'il me semble prévoyé. Et puis donc, en fait, voilà, cette séparation, cette injection sur l'orbite dont j'ai parlé, et le déploiement, et donc on a en effet un télescope spatial qui fait 6,5 mètres de diamètre, qui s'est complètement déployé. Les 150 mécanismes qui pouvaient ne pas fonctionner et mettre en péril la mission ont tous fonctionné. Donc, en effet, oui, ils avaient raison, l'échec n'était pas au programme. Et puis, je peux vous dire que moi, j'ai des collègues qui sont venus me voir après, et m'ont dit, bon, maintenant que ce truc marche, je vais te dire, j'y croyais pas, mais maintenant que ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, vraiment, sincèrement, il y a beaucoup de gens dans la communauté scientifique qui pensaient que ça marcherait jamais. Et donc, on a reçu la première image. Donc ça, c'est bien, ça a été rappelé par toi. C'est vrai, grâce au Poly, finalement, la conférence a été annulée. Et donc, j'ai le plaisir de pouvoir vous montrer ce que j'aurais pas pu faire si la conférence avait eu lieu en avril ou en mars, c'était prévu. Cette image, qui est donc une image technique. C'est une image qui a été prise d'une étoile, simplement pour vérifier l'alignement des miroirs du télescope, pour vérifier qu'on a une image qui est next. On prend une étoile, ce structurel, et on regarde la réponse impulsionnelle, on appelle ça du télescope, pour voir vraiment les finesses, les détails, on va pouvoir faire des images. Et alors nous, quand on a vu cette image, la première fois qu'elle est arrivée au labo, donc j'ai appelé les étudiants qui sont là dans mon bureau et j'aurais dit les voir en essayant les premières images et surtout ce qui nous a frappé, c'est pas tellement cette jolie étoile ici au milieu, c'est plus ce que vous voyez ici au fond, c'est donc ces galaxies qui sont les fameuses galaxies de l'univers lointain. Enfin là, c'est pas des galaxies très 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 lointaines, mais si on zoome ici sur cette partie, vous voyez, on voit des galaxies qui sont avec des détails, beaucoup de détails. Ici, on voit les bras aspirants de ces galaxies. Et ça, c'est juste une image technique qui a été faite en 40 minutes, juste pour vérifier que les miroirs étaient bien alignés. D'accord ? Et donc, on voit qu'on rien gagné de ça, déjà. On a profondeur d'image qui est absolument fantastique. Des détails vraiment inédits. Et donc, en fait, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, OK, ça y est, on a un télescope qui marche. On va pouvoir faire des choses vraiment extraordinaires. Vraiment, on est monté d'un cran en tension et en excitation. Alors, on a d'autres images après. Ça, c'est une image d'une ancienne mission spatiale qui s'appelait Spitzer, qui était un télescope spatial dont on a moins entendu parler que Hubble, et qui avait fait ici une image de grand nuage de Magellans. C'est les galaxies Nell, qui est satellite de notre galaxie. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette galaxie. Donc vous voyez, on a une image qui est même relativement floue. Et donc, avec James Webb, une image de cette même région du ciel a été faite. Hein, et vous voyez ici, on a une finesse qui est évidemment beaucoup plus grande. On voit les étoiles ici avec cette réponse impulsionnelle un peu particulière en forme de flocon de neige. Mais surtout, on voit ici toutes ces structures, les milieux interstellaires, les espèces de filaments, et puis on voit tous ces points ici derrière, ce sont encore des galaxies que vous ne voyez pas du tout ici ou à peine, ici peut-être. Et donc on a vraiment un gain en qualité qui est ici quand même assez spectaculaire. Et une fois de plus, nous, quand on a le sens, on s'est dit, OK, quand nos données vont arriver, on va vraiment avoir quelque chose d'extraordinaire. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait nous à Toulouse? Pourquoi je suis venu vous parler aujourd'hui? Pour l'instant, je vous ai parlé de la mission, de tout ce que fait le télescope, des You. On fait quoi à Toulouse, à l'Institut de recherche en astrophysique du planétologie? Alors la première chose déjà, c'est qu'il faut dire que la France a joué un rôle important dans cette mission. Il y a un des instruments MIRI qui a été conçu partiellement en France, puisqu'on voit cet imageur MIRIM, donc a été conçu et fabriqué au CEVA. Et puis évidemment, le lanceur, cet Ariane 5, c'est évidemment une contribution française importante, même si c'est un lanceur européen, c'est quand même évidemment une expertise qui était importante et qui était essentiellement française.
Donc là, on voit Jean-Luc Voyant, qui est le chef des opérations au moment du lancement. Je pense qu'il a dû transpirer un petit peu. Donc, il avait une mission à 10 milliards de NASA envoyée dans l'espace de manière nominale, mais il était, je ne sais pas si vous avez vu le lancement, mais il était d'un calme. Franchement, je ne sais pas comment il fait. Pour faire ce job, en tout cas, je pense que faut être tranquille. C'est un joueur de poker. Je n'étais pas trop étonné. Alors, il se paraît aussi donc c'est en lien avec nos activités à Toulouse. Ici, ça c'est un monsieur qui s'appelle John Matter, qui a un prix Nobel de physique pour la découverte, enfin, pour la mesure très précise de la température du fond diffus cosmologique. Ça ne dit peut-être rien, on pourra peut-être en reparler, mais peu importe. En tout cas, ce monsieur, c'est lui qui est responsable du conseil scientifique de la mission du télescope spatial James Webb. Et en 2015-2016, lui et ses collègues du conseil scientifique de James Webb ont dit, écoutez, on a fabriqué une mission qui a coûté 10 milliards de dollars à coût contribuable. On essaye de maximiser le retour scientifique. On ne peut pas faire n'importe quoi. On essaie de réfléchir à comment vraiment rendre cette mission très visible et que finalement les découvertes scientifiques arrivent très vite. Et donc, ils ont eu l'idée de ce truc qu'on appelle les programmes Early Release Science. Et donc, le principe, c'est le suivant. C'est ils ont décidé qu'on allait réserver 500 heures d'observation au tout début des opérations scientifiques. Donc, ça veut dire à partir de cet été, plus précisément à partir du 1er juillet, là, dans moins d'un mois. Et donc, à partir de ce 1er juillet, il y a 500 heures d'observation qui vont être partagées entre une dizaine de programmes d'observation, avec des données qui vont être rendues publiques immédiatement, et pour objectif de démontrer le potentiel scientifique de James Webb. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais bon, si les données sont publiques immédiatement, est-ce que ça a vraiment un intérêt de participer à un tel programme? C'est-à-dire, on peut ne rien faire et attendre que les autres fassent son boulot, et puis on récupère les données qui sont. Alors, le gros avantage d'être responsable d'un tel programme, c'est que vous pouvez décider où est-ce que vous allez pointer votre gros télescope pour la première fois, et donc vraiment être piloté finalement la machine au tout début de la mission. Alors le processus, ça a été donc un appel à proposition avec une date limite de dépôt en 2017, donc vous voyez, c'était il y a déjà bien longtemps. Nous, on a commencé à travailler sur ce projet, je dirais à peu près en 2015. Et donc avec une évaluation il y avait plusieurs, en fait il y avait 200 plutôt propositions au départ, qui ont été reçues par un comité international en scientifique, qui ont été évaluées, et puis il y a 13 programmes finalement qui ont été sélectionnés, pas 10, un peu plus, donc 13, et qui couvrent vraiment toutes les thématiques scientifiques et qui vont donc être réalisées là cet été, dans les semaines et les mois qui viennent, pour vraiment démontrer ce que le télescope spatial James Webb est capable de faire. Et donc nous, à Toulouse, on est responsable d'un de ces 13 programmes. Il y a un seul programme français qui a été sélectionné. Alors, il y a sur Jupiter, sur les observations de Jupiter, et une collaboration française aussi qui est impliquée dans un programme d'observation. Et donc nous, on a créé donc une équipe internationale avec les différentes personnes, donc moi-même, et puis donc Emilia Marc, qui est ma collègue à Paris, et puis Peters, qui est au Canada. Et puis on a une équipe resserrée là de ce qu'on appelle les co-investigateurs, qui sont dans différents pays. Puis on a eu une équipe beaucoup plus grande, 122 collaborateurs dans 18 pays. C'est juste pour vous montrer un peu que tout ce truc est piloté d'ici, mais qu'il est quand même international, avec des gens qui sont des pays membres de l'ESA, des Américains, et puis des gens qui viennent d'autres continents. Et puis on a presque une parité, ce qui en astrophysique, mais pas forcément facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en astrophysique. Au CNRS, dans la section astrophysique, il y a 18% de femmes. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Donc on était content d'arriver à ce chiffre, qui est pas loin chez le monde là-bas. Je vous passe les spécifications techniques. Ce que je dis ici, c'est que notre cible, c'est la nébuleuse d'Orion. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi on a choisi cette cible de la nébuleuse d'Orion, que vous connaissez peut-être. Et je fais un petit point sur ce qui se passe à Toulouse. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a 20 personnes, 3 laboratoires à Toulouse. Là, je vous montre, c'est la réunion qu'on a eu lundi. Ça, c'est le repas. C'est bien manger, quoi. Par la distance. Donc, c'est la réunion qu'on a eu lundi là, avec des membres de l'équipe à Toulouse. Et il y a des compétences assez particulières ici à Toulouse. Donc, évidemment, en astrophysique, mais aussi en chimie quantique.
Ça nous sert pour analyser les spectres, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, AMAST, qu'on appelle le traitement du signal. Là, j'ai mis une illustration. Bon, c'est pas vraiment la réalité, mais l'idée, c'est qu'on prend des images, on améliore la qualité. C'est un petit peu comme dans les séries policières américaines, sauf qu'on arrive vraiment, en effet, à améliorer la qualité des images qui vont venir de James Webb. On a développé des algorithmes spécifiquement pour ça. Ça marche très bien. C'est un travail qu'on fait avec IRIT, un laboratoire d'informatique à Toulouse. Et puis, on a découvert ça un peu par hasard après. C'est que l'existence de bières brassées à Toulouse sous la marque Aviateur. Et ils ont fait des bières James Webb. On pourrait essayer ça, cette question James Webb. Je vous les recommande, elles sont assez délicieuses. D'ailleurs, elles sont en rupture de stock. Mais ils ont dit qu'ils en recréent d'ici septembre. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous comme science à Toulouse? Qu'est-ce qui nous intéresse? Je vous ai dit, il y a 13,8 milliards d'années, il y a eu le Big Bang. Et donc, au moment du Big Bang, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait de l'hélium et de l'hydrogène. C'est à peu près ce qui a été synthétisé, trace d'autres éléments, mais essentiellement de l'hélium et de l'hydrogène. Avec ça, on ne voit pas très loin. Mais l'univers s'est agrandi, et en s'agrandissant, il s'est refroidi. Le gaz qui s'est refroidi a pu former ce qu'on appelle des nuages de l'univers. Et ces nuages, en fait, sous l'effet de leur propre gravité, ils peuvent s'effondrer sur eux-mêmes et former une étoile. Et donc, au début de l'univers, on pense, on ne sait pas encore, je vous ai dit, on ne sait pas quelle est la nature des premières étoiles, mais on pense qu'en tout cas, les premières étoiles, c'était ce qu'on appelle des étoiles massives, qui faisaient plus de 3 à 4 fois la masse au Soleil, jusqu'à 10 fois la masse au Soleil, et qui, en fait, j'aurais dit très petites, plutôt l'ordre de quelques millions d'années, quand le Soleil, lui, vit plutôt des milliards d'années. Et à la fin de la rubrique, ces étoiles, elles explosent en supernova, et puis elles renvoient le gaz à l'intérieur des galaxies ou dans le milieu interstellaire. Ils se retrouvent comme ça, et puis ça peut continuer, refaire ainsi. Ici, et puis là, on peut commencer, au bout d'un certain temps, à former des étoiles comme le Soleil, qui donc s'effondrent ici, et ils forment ce qu'on appelle un disque protoplanétaire autour d'elle, qui accrète la matière, qui aspire la matière qui est d'elle, et on forme un système planétaire comme le système solaire. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'observer cette phase ici. C'est la phase où on passe du nuage ici à quelque chose qui commence à ressembler à un système planétaire. Qu'est-ce qui se passe dans ces phases? Et en particulier, est-ce qu'on ne peut pas fabriquer ici, dans cette phase-là, des molécules ou des choses complexes qui sont en fait les premières briques qui servent à fabriquer la vie? En fait, on comprend à peu près comment se forme le système planétaire. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on a comme ingrédient de départ dans ces phases-là pour finalement fournir les ingrédients qui vont pouvoir permettre de fabriquer la vie dans des planètes. Et puis, à quel moment ça se passe en fait? À quel moment la complexité elle grandit et on a la vie? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Finalement, on ne sait pas trop. Je reviendrai un dispo là-dessus un peu plus tard. Voilà, donc ça, on appelle ça des régions de formation stellaire. Et donc, ça, c'est une région de formation stellaire célèbre qui s'appelle la nébuleuse de Laigle. C'est les piliers de la création qui ont été observés par Hubble. Et donc, vous voyez donc ces nébuleuses, ces nuages qui vous parlent ici. Et à l'intérieur de ces nuages, eh bien, il se passe ce processus. Mais vous voyez ici, dans cette image Hubble, en fait, on ne peut pas voir vraiment à l'intérieur de ces nuages, parce que, comme je l'ai dit, je ne peux pas en dire, mais je vais vous le dire, en fait, la lumière visible, elle ne peut pas traverser ces nuages. Alors que la lumière infrarouge, qui est la lumière qu'on regarde avec James Webb, elle permet de voir à travers ces nébuleuses, à l'intérieur, pour voir ce qui se passe. Vous voyez ici, il y a des petites étoiles. Et donc, on peut vraiment observer cette phase-là, cette phase de formation dans l'infrarouge, avec des détails qui sont mis ici. Alors nous, on ne va pas observer la nébuleuse de Laigle, on va observer la nébuleuse d'Orio. Donc ça, c'est le logo de notre projet. Oui. C'est le mug que vous avez gagné. Le barreau. Et donc, c'est une de ces régions de formation d'étoiles et de planètes. Et donc, vous voyez qu'il y a des étoiles massives qui illuminent tout ce grand nuage, à l'intérieur duquel, ce nuage se forme
vous voyez tous ces petits globules ici, tout ça, c'est des systèmes solaires, on a 6 millisystèmes solaires en formation. Voilà. Donc vous les voyez ici. Ici, les échelles, hein, c'est typiquement la taille du système solaire. Là, ce petit truc, là, ça fait de la taille du système solaire. Et donc, c'est vraiment hein, des planètes qui sont en train de se former à l'intérieur de la nébuleuse d'Orion. Cette nébuleuse, ici, ces planètes, ces objets, ils ont quelques dizaines de milliers d'années. Donc, ils sont très jeunes par rapport au système solaire qui a plutôt plusieurs milliards d'années. Donc, regarder Orion, c'est une manière de remonter dans le temps par analogie. En regardant cet endroit dont on pense qu'il est représentatif de l'environnement dans lequel s'est formé le système solaire, on peut remonter dans le temps et essayer de comprendre en fait comment les planètes se sont formées. Et puis aussi, je me disais, on peut essayer de comprendre finalement quels sont des briques élémentaires qu'on a pour essayer de faire apparaître ça. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ça c'est des calculs qui ont été faits par Adrien qui est ici. Et donc ça montre donc, un de ces fameux spectres. Vous voyez, il y a toujours cette longueur d'onde ici. Et donc on voit des absorptions ici. Alors c'est pas de l'eau ou du CO2 qu'on voit, mais c'est des molécules qui ont plutôt cette forme-là. Et dont on va essayer, là c'est une simulation, hein, d'accord? C'est pas de vraies observations, c'est une simulation. Et donc on va essayer d'aller chercher des molécules comme ça dans ces environnements-là, dans ces endroits où il y a en train de former des étoiles et des planètes, pour essayer de comprendre les origines de la vie. Pourquoi cette molécule-là nous intéresse? C'est bien parce qu'elle a ce cycle ici, hein, de carbone, avec à l'intérieur aussi de l'azote, vous voyez. Et ça, c'est une molécule de la famille de ce qu'on appelle les pyrimidies, qui sont des molécules qui rentrent dans la liquidation de l'ARN. D'accord? C'est un des éléments maintenant chimiques qui sont constitutifs de certaines formes de vie. On pense par exemple que la première vie qui a été formée a été sous forme d'ARN et pas sous forme d'ADN. L'ADN est apparu plus tard. Ça, c'est pas quelque chose encore très bien compris. Alors, donc je vous disais tout à l'heure, il y a cette idée qui, en fait, je pense, est un peu anthropocentrique, qui consiste à penser que la vie, si elle existe ailleurs, c'est forcément sur une planète. Moi, je pense que peut-être que, alors je pense pas que James Webb arrivera à détecter la vie ailleurs, mais je pense que peut-être qu'on arrivera à faire avec James Webb. En tout cas, moi, c'est une de mes ambitions, c'est de montrer que, en fait, peut-être, c'est pas forcément le cas, et qu'il peut y avoir de la vie peut-être dans des environnements insoupçonnés, pas forcément sur des planètes, mais peut-être dans cette nébuleuse. Finalement, on ne sait pas. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait de la vie à l'intérieur de cette nébuleuse, un peu n'importe où? Rien conceptuellement, ou en tout cas pas grand-chose. Donc peut-être que la vie, en fait, ne se trouve pas sur des planètes, elle se trouve ailleurs, et peut-être aussi d'ailleurs qu'elle a été apportée sur Terre. Il y a déjà des centres très complexes d'éléments chimiques qui s'étaient organisés entre eux et qui ressemblaient à des formes de vie primitives. Alors, rendez-vous fin septembre pour la réponse. Alors ça, c'est un peu ambitieux. C'est surtout pour vous dire que nous, nos observations de Orion, on va regarder vraiment cette région ici qu'on appelle la barre de Redi. Eh bien, on va les avoir au courant septembre. On a donc 40 heures d'observation qu'on va faire ici. Dans toute cette partie-là, on va faire des images qui, je pense, vont être spectaculaires. Mais aussi, donc, ces fameux spectres qui vont nous renseigner sur la composition chimique de la nébuleuse et puis de ces petits globules ici, là, qui sont des systèmes planétaires en formation. Donc, rendez-vous en tout cas fin septembre. Peut-être pas pour cette réponse, mais en tout cas pour les premières images et des informations sur ce qu'on a trouvé. Alors, et après Alors ça, c'est quelque chose d'un peu curieux, mais ça m'a forcé à réfléchir beaucoup. Donc, en fin janvier, le télescope spatial James Webb est arrivé au moment de la page. Donc, les journaux en ont un petit peu parlé. Et donc, moi, j'avais été contacté par France Info. Ils m'ont demandé gentiment de participer au journal de 6h40 du matin, le dimanche, ce que j'ai gentiment accepté par téléphone. Donc, moi, j'étais là, dans ma cuisine, à 6h30 du matin, avec mon café, pas très bien réveillé. Donc, ils m'appellent. Ils me disent, oui, alors c'est arrivé, le télescope est arrivé au coin de la grange, vous devez être content. Ah oui, je suis content. Ça va, vous n'avez pas trop stressé? Bon, ça va. Bon, ils croyaient. Voilà, l'échec est pas au programme, etc. Et puis, à la fin, il me dit, mais donc, qu'est-ce qui va se passer après, en fait? Une fois que la mission sera terminée, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il va rester au point de Lagrange.
Et il dit, ah bon, mais alors ça va polluer? Alors là, je n'ai pas su quoi lui dire. Je lui ai dit, bah non, si vous voulez, bah, de toute façon, il n'y a pas de risque de collision avec d'autres objets, donc ça va pas faire des débris spatiaux. Puis là, il a beaucoup insisté, mais alors, oui, mais je ne prends pas. Alors ça veut dire que ça va être un déchet qui reste là et qui ne marche plus. C'est un lieu qui tue. Alors, rien en direct, quoi. Bon, je n'étais pas ravi de cette interview. Mais ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis, je me suis dit, bon, c'est vrai, il va être là, il va plus fonctionner, il sera toujours là. Et puis surtout, il va rester là pendant des millions, voire des milliards d'années, en fait. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses que l'humain a construites qui va rester aussi longtemps à un endroit comme ça. Ça va rester très longtemps. La seule chose, c'est que le rayonnement solaire va peut-être un peu pousser vers l'extérieur du système solaire. Et puis il va se dégrader sous l'effet des micrométéorites. Il y a une micrométéorite qui a tapé James Webb il y a une dizaine de jours. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Vous savez que ça arrive. Hein. Donc il va finir par se dégrader, mais il va rester très longtemps. Puis je me suis dit, bah, finalement, c'est quand même plutôt une bonne chose, parce que si jamais dans des millions, peut-être plus d'années, il y a des civilisations plus intelligentes que nous, ou pas, qui débarquent, et puis on n'est plus là, les mecs disent, bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils faisaient, ils vont, s'ils arrivent sur Terre, c'est que jusqu'à nous, jusqu'à la Terre, par contre, c'est qu'ils sont vraiment intelligents, donc je peux pas imaginer qu'ils ne voient pas qu'on a mis des trucs en orbite ici autour de ce point de Lagrange. Et donc ils vont voir ce machin et de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? Et puis ils vont réfléchir, et puis ils vont se dire, ils ont construit un machin qu'ils ont envoyé dans l'espace avec une fusée, ils ont mis autour de ce point, ils avaient compris ici qu'il y avait un champ gravitationnel particulier, ils ont déployé un miroir sur lequel ils ont mis de l'or parce qu'ils avaient compris que le rayonnement infrarouge se répulsissait mieux, et ça leur permettait d'étudier l'univers très lointain, comprendre leurs origines et comprendre d'où ils venaient et comprendre les origines de la vie. Et là, ils se diront, ok, ils étaient quand même pas si... Ils devaient être quand même pas mal, ces gens-là. Donc pour moi, non. La réponse aux journalistes, que j'ai pas pu faire en direct, hein, j'aurais aimé faire ce discours. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Voilà. C'est que finalement, c'est un peu ça, quoi. Hein, est-ce que ça, c'est de la pollution? Je ne crois pas. À privé, la pollution, elle est plutôt là. Et ça, bon, voilà. C'est un peu la même idée, si vous voulez, quoi. C'est que, on construit des choses pour des raisons X ou Y. Il y a des liens avec l'astronomie, d'ailleurs, hein, avec les kéramistes. Et donc, évidemment, c'est un témoignage de certaines époques, de certaines connaissances de l'humanité, dont certaines parfois ont été perdues. Alors, la dernière chose, c'est que, un peu dans la même veine, et c'est aussi une interview à la radio qui va les déstabiliser, mais c'est bien, ça permet de réfléchir. On m'avait dit, mais vous faites une mission à 10 milliards, c'est quand même un petit peu cher, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça plutôt pour sauver la planète? Alors, c'est pas simple, en fait, de répondre à une question comme ça. Hein. Alors, on peut dire, mais vous savez, c'est pas beaucoup d'argent qu'on ramène au nombre de personnes, mais bon, on va pas vraiment au fond des choses. En fait, je pense que c'est une question qui est un peu une question piège. Je pense que la vraie question qui est derrière, c'est finalement à quoi ça sert de faire de la science? Et est-ce que on continue à faire de la science même finalement quand on a des situations qui sont potentiellement catastrophiques? Moi, je pense que la réponse est oui. Si vous voulez, pendant la guerre, Churchill, il y a des généraux qui sont venus le voir et ils ont dit, Monsieur Churchill, on n'a plus du tout d'argent pour fabriquer des chars. Il faut qu'on ferme les théâtres parce que ça va nous faire gagner un peu d'argent parce que les théâtres c'est subventionné par le public. Et puis comme ça, on pourra fabriquer des nouveaux chars. Et il leur a dit, mais si on ferme les théâtres, à quoi ça sert de se battre? Et effectivement, je pense qu'il n'avait pas tort. C'est un peu ça, quoi. Si vous voulez, moi je veux bien qu'on préserve la planète. C'est très important de le faire. D'ailleurs, moi je le fais. J'essaye de faire beaucoup de choses pour qu'on réduise notre empreinte, qu'on réduise y compris du spatial. Hein. C'est une vraie question qui est très débattue dans la communauté d'ailleurs. Mais il faut aussi la préserver, pas seulement la planète, l'environnement, l'atmosphère, etc., mais aussi préserver ce qu'on a créé, nous, en tant qu'humanité. C'est-à-dire que la connaissance qu'on a créée, il faut aussi la préserver. Il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Si vous arrêtez complètement de faire de la science, si vous vous mettez à faire que des systèmes pour stopper le réchauffement climatique et de faire que de la science du climat, finalement, vous allez perdre des pans entiers de la science. Ça, c'est un truc qu'il faut voir aussi, qui est très important à mon sens, c'est que la science, si vous voulez, la connaissance, en une génération, c'est perdu. Nous, on le voit dans nos laboratoires, même à des échelles beaucoup plus courtes. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui sont très qualifiées, qui font des choses,
Si par exemple, parce qu'on n'a pas suffisamment de budget, elles partent, eh ben, la connaissance, elle est perdue, un peu à jamais. Donc, je pense que c'est important de continuer à faire de la science, même quand on est dans des conditions où il y a des urgences. Et surtout, je pense que il faut refuser de répondre à des questions qui laissent penser que finalement, on a un beau choix entre les deux, quoi. Ah, soit on fait James Webb, soit on sauve la planète. Non. En fait, on peut et faire James Webb et faire de la science et sauver la planète, je pense. Et y compris la sauver en préservant les connaissances qu'on a pu y créer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Bonsoir. Nous avez parlé de l'ERS, le programme donc, français. Vous avez dit qu'il y en avait eu 13. On a bien compris l'objectif visé à travers l'ERS. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu le flavor des objectifs des 12 autres programmes? Oui. Alors, je ne suis pas sûr de connaître les 12 autres par cœur, mais il y en a un qui va être consacré à l'observation du système solaire, de Jupiter en particulier. Ils vont tester un certain nombre de choses, notamment la sensibilité des détecteurs à la saturation, parce que Jupiter est très très brillant. Ils vont regarder ça, et puis ils vont regarder Ganymède, qui c'était un des satellites galiléens. Il y a des programmes qui vont s'intéresser aux galaxies lointaines, dont j'ai parlé tout de suite. Hein. On va aller regarder ça, pour essayer de chercher ces premières lumières. Il y a des gens qui sont mobilisés sur ces questions-là. Il y a aussi des programmes qui s'intéressent à l'observation de galaxies qui ont en leur cœur des trous noirs supermassifs très actifs. Vous savez vous avez vu peut-être récemment les images, entre guillemets, du trou noir central de nos galaxies. Dans certaines galaxies, les trous noirs qui sont au centre des galaxies sont extrêmement actifs. Et donc ça résulte en une émission infrarouge qui est très forte et que l'on peut donc détecter avec James Webb. Et donc il y a des équipes qui vont aussi regarder ça. Il y a évidemment, oui, j'allais oublier, mais il y a évidemment des programmes qui vont s'intéresser aux exoplanètes. Hein, il y a tout de suite, il va y avoir des observations de ce qu'on appelle transit exoplanétaire, et des mesures de spectre de ces exoplanètes. C'est quelque chose qui va être fait aussi dans les semaines ou les mois qui viennent. On va en fait très très vite, hein, on va avoir des résultats scientifiques. Il y a finalement des enjeux qui sont très très grands. On sait que on va faire des découvertes assez vite. Et donc, il fallait aussi avoir une compétition un petit peu acharnée pour être les plus rapides à analyser. Ça, bien sûr. Une question là, sur les données. Est-ce que de la stétro ou est-ce qu'il y a aussi une composante spectro-imagerie? Tu as ces 4 instruments, parce que tu vas observer une certaine région, tu as du temps de télescope, tu as accès à tous les instruments, et du coup, à part faire des tests, tu as aussi des problématiques sur les images. Pour savoir qu'est-ce que tu pouvais ajouter des images que sur Oui, tout à fait. En fait, je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est vrai. En réalité, on va utiliser déjà tous les instruments simultanément. Et on va faire à la fois des images et des spectres et ces fameuses données de type spectro-imagerie qui combinent les deux à la fois. Donc nous, on est assez spécialistes à Toulouse, et notamment c'est spécifiquement sur ce type de données qu'on travaille avec le laboratoire d'informatique CNIRIT à Toulouse, et pour lequel on a développé des algorithmes vraiment spécifiques pour améliorer ces données en injectant l'information qui vient des images. C'est une plus grande résolution spatiale, en plus d'informations de texture. Et donc, on a développé vraiment ces méthodes qui permettent de prendre les données qui viennent de différents instruments, les agréger ensemble, pour faire quelque chose qui a plus d'informations que les produits qui sont séparés. Bonsoir. Alors, ici, c'est avec Là. Vous avez mentionné que la distance entre le coin de la Terre Oui. et que c'est
et que le télescope est en tout au point de Lagrange. Oui. Et quel est le rayon Saturne? Oui, c'est une bonne question. Je me rappelle plus exactement, mais c'est de l'ordre de quelques, je crois, des dizaines de milliers de kilomètres. Je ne sais pas si quelqu'un le sait ici. 800 000. Combien? 800 000 de rayon. 800 000 de rayon de l'orbite, ouais. Voilà, donc c'est quand même assez grand. Je ne vois pas d'autres. Oui. Bonsoir. Destinée, tu as vu où est-ce que frapper la micrométéorite et espérer tomber James Webb et si sur une petite thermique, et ce serait bien influé sur les appareils. Alors, moi j'ai vu les infos, il disait qu'il y avait eu un impact, mais je sais pas s'il y en avait l'info de à quel endroit c'était. C'est 3. C'est quelqu'un a l'info, hein? C'est 3. Lui, c'est le son. Ouais, je sais pas. Voilà. Ben, il y a des gens qui savent. C'est mieux d'informer au son. Les impacts des micrométéorites qui disent même le numéro de miroir qui a été impacté. J'ai pas une question sur la biologie de cette mission, parce qu'effectivement, au code, elle est initiée de réparation, d'amélioration, tout ça. Cette fameuse orbite, c'était des stables ou instables, est-ce qu'il corrélait avec des airballs? Quel est finalement, qu'est-ce qui fait l'ultime de lui de cette mission? Alors, oui, donc c'est effectivement le facteur limitant, en tout cas d'un point de vue de la définition de la mission, c'était le fait que, en effet, ces orbitales ne sont pas stables parce que le rayonnement solaire exerce une pression de radiation sur le télescope qui a tendance à le pousser vers l'extérieur du système solaire. Donc, il faut recorriger l'orbite régulièrement en utilisant les propulseurs. Néanmoins, là, du fait de ces économies de carburant, si on peut dire ainsi, qui ont été faites grâce à cette injection vraiment parfaite sur l'orbite, font que la durée de vie qui était nominalement prévue pour être de 5 ans est passée plutôt à 10, voire 20 ans. Donc en fait, on pense que finalement, il y a probablement d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte dans la durée de vie de la mission, qui va plutôt être l'usure, en fait les micrométéorites, les radiations solaires, etc. Donc en tout cas, ça va être un petit peu comme Hubble, ce ne pourra pas réparer, mais il n'y a pas vraiment actuellement de facteurs limitants liés à la construction de la mission qui vont, je devrais, intervenir. Donc ça va durer probablement 10 ans, peut-être 20, peut-être 30. Un Hubble, on ne sait pas que ça va durer aussi longtemps. Bonsoir. J'avais une question dans toutes les animations, on voit toujours le télescope qui est orienté, en gros, se voit, il a une série, Il voit des étapes ou des lanceurs de traité par un vers ami sur c'est terres, c'est plus les télescopes qui brillent. Oui. C'est le roi qui bouille la voie ainsi. Non, c'est tout le télescope qui bouge. Donc il s'incline, il a certain degré de liberté d'inclinaison. Par contre, le problème de ça, c'est que il ne peut pas regarder trop vers le soleil. Donc ça veut dire que tout le ciel n'est pas visible à tout moment de l'année. Par exemple, Orion, la raison pour laquelle on fait des observations en septembre et pas en juillet, c'est tout simplement parce que là, Orion actuellement est trop proche du soleil. Et donc si on inclinait le télescope vers Orion, on aurait du rayonnement solaire qui viendrait perturber nos observations. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour la première version, c'est super intéressant. J'aimerais rebondir sur les questions que j'ai eues précédemment par rapport à la durée de la mission. Oui. Donc, on part du principe que, par défaut, la mission était prévue pour 5 ans. Donc, vous avez un programme prévu pour 5 ans. Maintenant qu'on sait qu'effectivement, la mission risque d'être poussée plus loin, 10, 15, 20 ans, est-ce que les scientifiques de la communauté ont déjà commencé à réfléchir à la suite du programme? Vous voulez dire après ou à... Tout à fait, après ces 5 ans, justement, on sait qu'on a une mission qui va donner beaucoup comme ça. Ben, il y a plusieurs choses. Déjà, on réfléchit déjà à l'après, c'est-à-dire il y a des gens qui réfléchissent déjà aux potentielles missions qu'on pourrait faire après James Webb. Un des enjeux technologiques de cette mission-là, c'était de montrer qu'on est capable de faire un miroir déployable dans l'espace. Donc ça a été bien montré. Donc du coup, on se dit, bon, bah, si on veut le refaire, on devrait réussir à faire. Ça, c'est la première chose.
Et puis la deuxième partie, qui est peut-être plus proche de ce que vous vouliez savoir, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a tous les ans des appels à propositions sur ces missions spatiales, sur les observatoires. Et donc, tous les ans, il y a un appel à la communauté internationale en disant qu'est-ce que vous voulez observer? Envoyez-nous vos propositions. Combien de temps ça vous prend pour votre proposition? Et puis, il y a une sélection qui est faite par un comité scientifique et les meilleurs sont sélectionnés. Et donc, ceci va se prolonger probablement pendant des dizaines ou des vingtaines d'années. Et ce qu'on a pu observer sur Hubble, c'est que finalement, au fur et à mesure du temps, plus le temps passe, plus finalement ce qu'on appelle le facteur de pression, c'est-à-dire le rapport entre le temps disponible et le temps demandé augmente. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus envie d'utiliser ce télescope. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui se passera aussi, hein, et ce sera un télescope très très demandé. Ici. Là. Et bonsoir, merci beaucoup pour la référence. Vous avez dit que vous aviez postulé pour les 500 premières heures d'observation. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à déserter du temps d'observation après ces 500 heures? Oui, absolument. On a fait plusieurs demandes l'an dernier. Et en fait, on n'a pas été très bien. Enfin, on a quelques-unes de nos demandes qui ont été acceptées. Et en fait, la France, il y a eu pardon, j'aurais dû préciser. C'est-à-dire qu'il y a eu cet appel pour ces 500 heures d'observation en 2017. Mais l'année dernière, ils ont fait un appel pour après, c'est-à-dire à partir disons, du mois de novembre, si vous voulez, de l'année prochaine, en distribuant là un beaucoup plus grand nombre d'heures pour la communauté internationale. Et donc, on a aussi répondu à cet appel. Et là, on a été, en tout cas, la communauté française a été beaucoup moins bonne. On ne sait pas trop pourquoi. On a eu du mal à se positionner. Moi, mon sentiment, c'est que on est un peu, on a des difficultés peut-être à expliquer les choses simplement. Sur des missions comme ça, peut-être quelque chose qu'il faut dire, c'est que, contrairement à beaucoup de missions, James Webb est une mission qui intéresse toutes les communautés de l'astrophysique. Vous pouvez faire de la planétologie, vous pouvez faire des galaxies très lointaines, vous pouvez regarder des exoplanètes, vous pouvez faire toute la science astrophysique quasiment avec un observatoire comme ça. Donc les comités qui donnent le temps d'observation, en fait, ils sont très très divers. Ils sont souvent pas spécialistes du projet que vous êtes en train d'essayer de leur vendre. Et donc, si vous êtes hyper technique, hyper né dans le guidon, ils comprennent rien, ils vous disent non, moi j'ai rien compris. Et je crois que c'est un peu ce qui s'est passé avec nous, notamment. Peut-être pas été assez clair. Voilà, pour rentrer dans les détails. Mais on va continuer à répondre par ces appels d'observation. J'avais une autre question concernant dans les observations cumulées avec de taux d'observatoire, soit spatiaux, soit au sol. Par exemple, à l'ESO, au Chili, tu imagines qu'il y a des télescopes beaucoup plus puissants, hein, et les plus fins, le TMG plus long, et par EVA, c'est un des télescopes qui existent déjà. Comment ça s'organise et qu'est-ce qu'on regarde de scandale? Oui, alors c'est marrant, j'ai passé les concours pour devenir directeur de recherche au CNRS récemment. Ils m'ont posé exactement la même question. Parce que j'avais pas du tout mentionné ça. Ils m'ont dit, mais quand même, il n'y a pas que James Webb dans la vie, et les autres télescopes. Bon. Donc finalement, visiblement, c'est pas trop rentré encore. Hein. Et j'en ai pas parlé. Mais effectivement, on utilise d'autres télescopes. Notamment, on a utilisé le télescope Keck, qui est à Hawaï, qui est un télescope de 4 mètres, pour faire des images grand champ, préliminaires de la nébuleuse d'Orion, et en particulier de la région qu'on va observer. Et on utilise aussi l'interféromètre ALMA qui est sur le plateau d'Atacama au Chili, qui nous permet aussi de faire des images qui sont complémentaires. Elles sont très intéressantes, ces images, parce qu'elles donnent quelque chose qu'on ne peut pas du tout obtenir avec James Webb, qui est la cinématique. C'est-à-dire que ces interféromètres, ils permettent de connaître les mouvements de la nébuleuse. Ça, avec James Webb, on ne peut pas le faire. Et donc ça, c'est très intéressant parce que on a du coup des images, enfin celles qu'on va voir avec James Webb, et en plus on va avoir ces images qui nous donnent les mouvements, la dynamique de la nébuleuse. Et donc ça c'est extrêmement complémentaire, et en effet c'est fondamental, mais on fait ça tout le temps en astrophysique, hein. On combine différents télescopes. Je suis un peu monomaniaque James Webb en ce moment. Je ne vois pas les bras levés, je vais en profiter pour m'intercaler. Vous avez évoqué ce bouclier thermique et on reprend qu'il est lié aux infrarouges, puisque
voir dans l'infrarouge et se protéger de tout ce qui est chaleur. Et est-ce que vous pourriez plutôt confirmer ou pas ce que je vais indiquer? Vous avez montré que les instruments étaient très très froids, c'est ce qui permet effectivement d'aller dans l'infrarouge. Et j'ai cru voir qu'on gagnait 3 ordres de grandeur par rapport à des instruments déjà installés, ce qui est énorme. D'un coup, ça fait 1000. Est-ce que vous pourriez développer ici? Oui, alors en effet, et c'est vrai, alors c'est pas vrai par coup, mais pour courte longueur d'onde, donc c'est-à-dire on a partie du spectre électromagnétique qui est le plus proche de la lumière visible, là on gagne en effet un facteur 1000 en sensibilité, et donc ça c'est quelque chose qui est observer ces galaxies qui sont très lointaines, qui est vraiment fondamental. Par contre, à plus grande longueur d'onde, par exemple avec l'instrument Milli, c'est beaucoup plus difficile parce que là, même en refroidissant le télescope à 40 degrés Kelvin, donc à moins 260 ou moins 250 degrés Celsius, eh bien, en fait, on n'arrive pas à complètement supprimer l'émission thermique du télescope. Donc on la voit quand même, en fait. On va voir dans les observations, si on observe des régions où il n'y a pas beaucoup de signal lumineux, on va voir l'émission quand même du télescope malgré tout. Il faudrait refroidir le télescope vraiment à des températures très proches du degré zéro, du zéro absolu. Et ça, il y a une mission japonaise qui proposait de le faire, mais elle a été... c'était une mission entre l'agence spatiale japonaise et l'agence spatiale européenne, mais cette mission, elle a été annulée. J'avais une ultime question Oui. concernant la sensibilité des instruments. Est-ce qu'on atteint souvent la sensibilité qui est le comptage de photons? Ah oui, on est limité par le bruit de photons. C'est ça qui fait le bruit, en particulier pour les détecteurs. C'est-à-dire que ce qu'on mesure, la chose qui limite la sensibilité qu'on a, c'est le fait que les photons arrivent sur les détecteurs un par un de manière poissonnienne, quoi. Et donc, si elle n'attend pas assez longtemps, bah, on n'a pas de signal, tout simplement. Et oui. on les compte un à un. Alors pas littéralement, mais en fait, oui, hein, c'est fait de manière statistique, hein, mais on est limité par ce que vous disiez, c'est-à-dire par ce qu'on appelle le bruit de photon, c'est-à-dire la statistique du signal lumineux qui arrive et qui, en fait, il y a vraiment très très peu de photons. Donc on attend, et donc on a quelques photons qui arrivent, on mesure, on re-attend quelques secondes, il y a quelques autres photons qui arrivent, et donc voilà. Et donc c'est ça qui fait que bah on n'a pas un... Quand on construit une image, il faut attendre que les photons arrivent. Ça prend combien de temps? Alors, ça prend le temps que vous décidez de mettre. Les intégrations les plus courtes, elles durent quelques secondes. Ça, c'est si vous observez Jupiter. Là, vous voulez aller très vite parce que sinon, ça va saturer. Mais sinon, vous pouvez observer pendant des heures et des heures. Des jours. Le James Webb a été fait pour ça. Il a été fait pour se mettre à un endroit et faire des très longues pauses. Oui, par exemple, la photo que tu as montrée. Là, Oui. Et 40 minutes. 40 minutes. Et deuxièmement, la température du télescope, c'est naturel ou bien c'est... Oui, c'est passif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas de frigo. C'est vraiment... en se mettant à l'ombre, la température descend. Et donc, on arrive comme ça à ces températures de l'ordre de 50 Kelvin au bout d'un certain temps. Donc là, on pense qu'ils sont arrivés à la température à peu près stable. Tous les miroirs n'ont pas la même température, les segments n'ont pas la même température. Mais en effet, ils sont refroidis passivement. Ouais. J'avais une question technique sur le refroidissement. Est-ce que le refroidissement est uniquement assuré par les vannes? Est-ce qu'il y a d'autres descriptifs? Est-ce qu'il y a une architecture spécifique du télescope pour séparer les instruments d'observation et les instruments de traitement, etc.? Oui, il y a plusieurs choses en effet. Hein. Ils ont segmenté finalement les zones. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie chaude dans laquelle il y a tous les instruments qui doivent servir avec la communication avec la Terre, par exemple. Et puis, il y a effectivement des montages mécaniques qui permettent d'isoler les différents instruments aussi les uns des autres et de certaines parties qui peuvent être plus chaudes.
Et enfin, comme je le disais, il y a des 4 instruments, pardon, qui lui donne carrément dans un frigo, quoi, hein, dans une espèce de mécanisme, donc le cryocouleur qui, en évaporant de l'hélium, refroidit l'instrument à des très basses températures, avec un système de recyclage en utilisant l'énergie solaire qui vient des panneaux photovoltaïques et qui donc permet de garder une température de l'ordre de 6 degrés Kelvin, donc vraiment très froid, pour que les détecteurs puissent de l'instrument fonctionner. Quel est l'âge de l'univers auquel on espère remonter par ces observations? Et puis peut-être deuxième question, est-ce que sur la matière noire, on est susceptible d'avoir des informations ou pas? Alors, sur l'âge jusqu'à où on va être capable de remonter, c'est un peu une question ouverte. C'est probablement, on espère, plusieurs milliards d'années en arrière. Si on reprend un peu la chronologie, c'est donc 13,8 milliards d'années le Big Bang. Et puis, il y a quelques centaines de milliers d'années au découplage, cosmologique. Et donc, entre ces 300 000 ans après le Big Bang et, je dirais, aujourd'hui, finalement, quand on remonte proche de ce découplage, et à ce moment de la réionisation, finalement, on ne sait pas exactement quand il est, quoi. Donc, s'il y a de la lumière très tôt dans l'univers, s'il y a des objets très brillants dans l'infrarouge dans l'univers à des dates très reculées, il pourra probablement les voir avec James Webb. Mais je ne saurais pas vous dire, c'est vraiment une question qui est ouverte. Ouais, alors. Et votre deuxième question, c'était énergie noire ou matière noire? Matière noire, les deux? Ouais. Oui, il y aura. Alors ça c'est sur les études en effet des galaxies. Ça c'est quelque chose que Ilan qui est ici connaît bien, mais on peut mesurer en effet dans les galaxies un certain nombre de mécanismes, notamment leur masse, en particulier la masse de leur halo de matière noire, avec des observations du type de celles qu'on va pouvoir faire avec James Webb. Et donc ça permet en effet de mettre des contraintes sur la distribution de matière noire dans l'univers, et donc de mieux comprendre les modèles cosmologiques qui utilisent en effet les composantes de matière noire. Mais par contre, de quoi c'est fait la matière noire, ça je ne sais pas si on aura des réponses avec la lésion de Bohr. Ça reste plus une question pour les physiciens des particules en matière. Bonsoir. J'ai deux questions. La première, c'est sur le contrôle de pointage. Et vous avez dit qu'il y avait un système de contrôle de l'orientation du miroir. J'imagine que c'est se combiner avec un système de contrôle d'attitude du véhicule. Oui. C'est quoi? C'est les roues inertie? C'est quel système employé? Alors, pour le pointage, donc il y a un instrument, une sorte de senseur stellaire en fait, qui simplement observe des étoiles, dont il connaît très bien la position mortielle, et donc c'est lui qui permet de régler le pointage avec une précision qui est vraiment extrêmement bonne. Hein. En tout cas, des spécifications qui ont été données pour le pointage sont très très fines. C'est quelques dizaines, centaines de milliards secondes. Donc c'est vraiment un pointage très précis, quoi, pendant des durées longues, là, évidemment. Ensuite, sur le contrôle de l'attitude, donc je le redis, mais en fait, le miroir primaire lui-même, il bouge pas, hein, ni le secondaire d'ailleurs. Donc c'est l'ensemble de l'optique, enfin, du vaisseau en fait, qui se déplace pour pointer. Oui, c'est ça, c'est l'ensemble du véhicule. L'ensemble, ouais. Qui contrôle le pointage de l'objet. Voilà. Après, il y a des miroirs tertiaires dans l'optique qui permettent de régler un peu comment on envoie la lumière sur le camp focal, par exemple. Mais disons, ça bouge pas. Le miroir, en fait, il bouge pas tellement. Et donc, les mécanismes de pointage, en effet, de contrôle d'attitude, c'est des mécanismes classiques, hein, qui sont utilisés dans le spatial. Donc, en effet, les roues AFC. Et puis, il y a aussi les fameuses corrections qui sont faites par la propulseur pour la correction d'orbite, qui sont donc à plus grande échelle, en fait. Il peut France et de masse. Ouais. La deuxième question, c'est, vous voulez savoir, dans le programme d'observation,
il y a déjà des événements astronomiques un peu particuliers qui vont arriver, on peut prédire. Disons, on a déjà programmé l'observation particulière. Il y avait quelques exemples. Oui, il y a ce qu'on appelle les Target of Opportunity. Donc ça, c'est en effet, il y a une case spéciale de temps qui est réservée donc à ces événements inattendus, que ce soit des événements dans le système solaire, par exemple s'il y a une comète ou un astéroïde ou des choses comme ça, et aussi pour, par exemple, chercher les contreparties des signaux d'ondes gravitationnelles. Par exemple, s'il y a une onde gravitationnelle et qu'on la détecte, eh bien, on peut ensuite essayer d'aller chercher la contrepartie infrarouge de cette onde gravitationnelle. Le problème de ça, c'est que souvent les ondes gravitationnelles, on n'a pas une très grande précision de où elles sont dans le ciel. Donc ça veut dire qu'il va falloir d'abord trouver des contreparties avec des instruments pour un grand champ de vue qui vont peut-être dans le rayonnement X par exemple ou autre, pour vraiment identifier où est précisément par exemple la fusion de trous noirs qui est responsable de cette onde gravitationnelle, pour pouvoir ensuite aller voir avec James Webb si on voit un signal en rouge de cette fusion de trous noirs. Donc voilà, deux exemples. Ça peut être comète. Et en événement prévu, on a déjà par calcul, Faut pas. Sur des comètes, par exemple, ou des choses comme ça. je sais pas, des condensations. Ouais. Ça, très honnêtement, je ne sais pas s'il y a des choses prévues. Honnêtement, je ne crois pas. Mais il faudrait que je regarde. Je sais pas, non. Sur l'expérience RS du mois de septembre, vous avez 40 heures. Je voudrais savoir quel était le champ observé par rapport au champ de Villemoy. Au champ de. Du TS1. Ah, C'est-à-dire, est-ce qu'on a un champ fixe, finalement, qu'on observe pendant une durée de 40 heures, oui. éventuellement en d'affilée, Ouais. ou est-ce que c'est avec une mosaïque, avec un certain nombre d'heures d'observation pour chaque numéro? Ouais. Alors c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on va à la fois faire des pauses assez longues, par exemple en imagerie, puisqu'on a un assez grand champ de vue. Donc on va juste bouger un tout petit peu le télescope pour faire ce qu'on appelle du tethering, c'est-à-dire on échantillonne un peu mieux le ciel et on efface comme ça si jamais il y a des pixels qui sont pas bons dans le détecteur, ça nous permet d'avoir une image propre. Et donc ça va vraiment être une pause plutôt assez longue et fixe. Et après, pour nos pauses de spectroscopie, là on fait différents pointages. Et donc on fait en effet plutôt une mosaïque dans le ciel avec différentes positions. Sur des zones d'intérêt. Comment? Sur des zones d'intérêt. Voilà, sur des zones d'intérêt, à la fois ces fameux disques protoplanétaires dont j'ai un petit peu parlé, et puis aussi cette forme de barre là que je montrais tout à l'heure, la barre dorée. En fait, on va regarder à travers cette barre parce on pense qu'il se passe plein de choses. La température change énormément entre ici et là. Là, on est à 10 000 degrés et là, on est plutôt à 30 degrés quelqu'un. Donc, vous voyez, il y a vraiment une très grande variation de température aussi. Et donc, pour le comprendre, pourquoi il y a ces variations de température, qu'est-ce qui se passe, ça où donc là, derrière, il y a tout un tas de questions physiques qui sont intéressantes à traiter. Alors, moi, j'ai une question sur l'astrochimie, justement, sur les signatures. Si j'ai bien compris, tu vas chercher des molécules inconnues, des choses et qui ne sont pas synthétisées sur Terre, donc on va avoir une signature reproduite dans un laboratoire pour comparer. Alors, Donc, tu te bases exclusivement sur des simulations ou il y a la signature qui ne peut pas recevoir reproduite sur Terre? non, en fait, alors, je suis passé assez vite là-dessus, mais donc ces molécules, les on sait les synthétiser sur Terre. Par contre, ce qui est très difficile, c'est de mesurer leur spectre tel qu'on va l'observer. Parce que c'est le milieu interstellaire, la densité est très très faible, il fait très très froid, et donc il faudrait reproduire ces conditions-là en laboratoire. C'est-à-dire qu'il faudrait reproduire un vide qui fait 6 puissance moins 11 la pression atmosphérique, donc 11 ordres de grandeur sous la pression atmosphérique. On y arrive, les étapes très difficiles. Après, il faut mettre les molécules en phase gazeuse là-dedans, les garder, et puis faire le spectre. C'est vraiment extrêmement difficile. Il y arrive un petit peu sur certaines molécules, des petites plutôt, mais c'est très dur.
Donc, on fait plutôt des calculs de chimie quantique. C'est pour ça que je disais que le laboratoire de chimie physique quantique de Toulouse, il est important dans ce qu'on fait, parce que c'est eux qui nous, notamment, hein, et d'autres collègues chimistes quantiques, qui font, qui permettent d'avoir les calculs théoriques et qui permettent de calculer ces signatures, hein, ces absorptions qu'on voit ici, avec simplement des modèles. Voilà. Mais c'est très dur à faire, ces calculs. Et en plus, ils sont pas précis à 100%, quoi. Ils sont précis à... Bon, il y a une marge d'erreur de 10-20%, quoi. C'est quand même... Il y a une signature unique pour chaque molécule. Je ne peux pas avoir Alors, ça, c'est un peu la question. Quand elles ont des propriétés un peu particulières, des symétries un peu particulières, oui, elles ont des signatures très spécifiques. Par contre, quand elles sont un peu denses, un peu si, elles ont des signatures, on retrouve un peu partout. Et donc, c'est ça qui est difficile, c'est de séparer notamment le bon grain de l'ivraie, et c'est assez difficile à faire. Si aucun bras ne se lève, on va vous... Juste les lichettes de votre image, là. Ah, derrière. Derrière. Alors. Là, le point ici, ça fait la taille du système solaire, ce petit point moins, un coqueret. Ok. Voilà, c'est grand, hein. Vous en combien, Tom? On va rester sur ces grandeurs-là et on vous remercie. Merci.